L'Assemblée nationale a voté il y a quelques jours 3 lois fondamentales. Il s'agit de la loi sur la réglementation bancaire, la pratique de l'usure et la facturage. Pour essayer d'en savoir davantage, de comprendre ces concepts clés qui évidemment échappent à la compréhension de la masse, nous avons le plaisir de recevoir ce matin Réginald Koumabiafide, rapporteur de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, député du groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau. Bonjour et bienvenue, honorable. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Ça va, Dieu merci. Mais c'est un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin pour que vous puissiez nous expliquer le contenu donc, de ces différentes lois qui ont été votées au Parlement sur évidemment la facturage, la pratique de l'usure et la réglementation bancaire. On commence d'abord par la pratique de l'usure. En ce qui concerne donc la loi sur le taux d'usure en République du Bénin, il est fixé à 18% pour les banques, 27% pour les systèmes financiers décentralisés. On est tenté de dire que c'est beaucoup. Merci, monsieur le journaliste. Je vais d'abord commencer par dire merci aux hauts dignitaires de mon parti, de même qu'à la direction, de la haute direction de mon parti politique pour tout l'encadrement, la formation qu'ils essaient de nous donner. Nous avons voté très récemment effectivement ces 3 lois. C'est des lois qui existaient déjà, bien sûr, et suite à l'adoption d'un certain nombre de directives de l'UEMOA, de loi uniforme, bien sûr, nous avons procédé à leur internalisation. Concernant l'usure, le but poursuivi, c'est de renforcer aujourd'hui la protection des emprunteurs d'argent contre les pratiques usuraires. C'est-à-dire, c'est de limiter davantage la saignée en mieux réglementant tout ce qui est prêt d'une part et en renforçant d'autre part les sanctions, qu'il s'agisse de sanctions pénales, privatives ou d'amende. Dans ce domaine, il y a plusieurs notions qui circulent, que je suis tenté d'abord de définir pour déblayer un peu le terrain. Vous allez entendre parler de taux d'usure, comme il a dit. Effectivement, actuellement, la loi actuellement en vigueur, pas celle qu'on vient de voter, fixe à 18% le taux d'usure pour les banques et à 27% ce taux pour les SFD, les systèmes financiers décentralisés. À côté, nous avons ce que nous appelons le taux d'intérêt légal. Ce taux est fixé par le législateur et ça, c'est pour des fins de poursuite de procédures civiles. Est-ce que vous voyez? Tout ce taux, par exemple, dans les contrats de marché, ainsi de suite. Nous avons ce que nous appelons taux directeur, le taux directeur. Vous voyez, ça, c'est le taux par lequel la Banque centrale fait des prêts aux banques commerciales. Donc le taux d'usure est loin de tous ces taux-là. Donc la première innovation est que la nouvelle loi que nous venons de voter fait la dissociation de façon claire entre taux d'intérêt légal et taux d'usure, contrairement à la loi actuellement en cours. Ça, c'est important. Le taux d'usure, jadis, relevait du domaine de la loi. Aujourd'hui, il revient au Conseil des ministres de l'UMOA de fixer le taux d'usure, tandis que l'autre qui est le taux légal demeure dans le domaine de la loi. Ça, c'est important. Quand est-ce que nous parlons de l'usure? Absolument, il faut qu'on comprenne. Il faut qu'on comprenne. Nous parlons de l'usure lorsque le taux auquel le prêt est consenti dépasse un seuil que nous appelons taux d'usure. Comment le savoir? Vous voyez, lorsque la banque affiche par exemple 10%, 12%, ça ce n'est pas encore le taux réel de l'opération. Il y a ce que nous appelons le taux effectif d'intérêt qui est calculé et qui prend en compte l'ensemble des frais qui sont afférents à l'opération. Et c'est lorsque ce taux effectif global atteint ou dépasse le taux d'usure que nous parlons de prêts usuraires ou de pratiques usuraires.
Donc voilà ce que... Alors on va y aller de façon, si vous permettez, on va aller de façon caricaturale. Oui. C'est-à-dire que je me porte vers une banque pour emprunter 10 000 francs CFA. C'est à tout hasard, hein, de façon caricaturale, de façon schématisée pour qu'on puisse comprendre davantage. Si la banque me facture un taux d'intérêt de 10%, donc ça voudra dire que théoriquement, l'opération devrait me revenir à 11 000 francs CFA, si j'ai bien compris. Oui. Alors, si on doit appliquer l'explication que vous venez de donner, qu'est-ce qu'on va dire si on prend l'exemple de 10 000 francs CFA? Voilà. Dans ce cas, lorsque le taux est de 10%, tandis que le taux d'usure fixé est à 18%, puisque là il s'agit d'une banque, c'est que nous ne sommes pas encore dans le cas d'usure. D'accord. Nous sommes d'accord. Mais est-ce que le taux de 10% intègre l'ensemble des frais? À savoir, par exemple, des honoraires, huissiers, notaires, les frais d'assurance, s'il en existe. Donc il y a les techniques qui existent pour passer du taux simple affiché au taux effectif de l'opération. Et c'est le taux effectif global, c'est ce taux-là qui est utilisé. Est-ce que vous voyez? Tant que nous demandons aux entreprises et autres d'avoir leur conseil ou d'avoir des comptables formés pour la chose. En réalité, ça veut dire que le taux qu'affichent souvent les banques à l'occasion des prêts n'est pas encore le taux effectif. N'est pas forcément le taux effectif global d'intérêt. D'accord. Voilà. Maintenant, l'autre innovation apportée par la loi qui est d'une grande importance est que nos tribunaux ont l'habitude de prononcer la fermeture temporaire ou définitive des établissements relevant du secteur bancaire. Vous voyez, les tribunaux à eux seuls avaient cette compétence. Mais aujourd'hui, la nouvelle loi demande que les tribunaux associent ou la commission bancaire ou la banque centrale lorsqu'il s'agira de décider dans ce sens. C'est important. Y a-t-il eu des événements particuliers qui ont poussé les députés à aller vers ces actes? Oui, au fait, notre espace régional tend vers son uniformisation, ce qui est tout à fait normal. Et l'objectif global poursuivi, c'est de donner plus de solidité et de résilience à nos économies. Est-ce que vous voyez, ceci est très important. J'irai plus loin en disant que désormais, comme je viens de le souligner, la Banque centrale et la commission bancaire ont le pouvoir, aussi ont le droit de participer au procès qui pourrait entamer la vie des acteurs relevant du secteur bancaire. Est-ce que vous voyez? Cette nouvelle loi, à elle seule, régira désormais ces acteurs depuis leur naissance jusqu'à leur extinction. Aujourd'hui, c'est des documents disparates qui organisent la chose. Est-ce que vous voyez? Bon, une banque, lorsqu'elle veut être créée, lorsqu'elle a commencé à travailler, les différents systèmes de contrôle, lorsque la banque doit disparaître, ainsi de suite, parlant de résolution ou de liquidation, tout est contenu aujourd'hui dans un seul et même document, ce qui est une grande avancée et qui vient clarifier beaucoup de choses. Donc voilà ce que je peux dire. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de façon globale sur les nouvelles volontés des députés sur l'affacturage? Bon, là, nous allons changer de sujet. Je vais d'abord essayer de définir ce que c'est que l'affacturage, que certains appellent le factoring. Vous voyez, l'affacturage, c'est une technique de gestion financière qui permet aux entreprises, généralement petites et moyennes entreprises, qui détiennent des créances sur leurs clients, de confier leur gestion à d'autres structures que nous appelons des sociétés financières, afin que ces derniers rachètent les créances pour pouvoir rendre liquide ces PME.
Ça veut dire quoi? Que nous avons en face de nous 3 acteurs pour la facturage. Vous voyez, il y a le premier acteur, l'entreprise qui a vendu des biens ou des services que nous appelons l'adhérent. Et qui détient alors une créance sur une ou plusieurs autres entreprises que nous appelons les débiteurs cédés. Est-ce que vous voyez? Maintenant, il y a de l'autre côté le géant, la société financière que nous appelons la factureur ou le facteur. Comment ça se passe? L'adhérent, détenteur de créances sur ses clients, se trouve souvent confronté à des tensions de trésorerie, bien que détenant des créances. La question qui se pose là, c'est quoi? Comment rendre alors liquide ces créances? Vous voyez, là, un contrat s'établit entre l'adhérent et la factureur. La factureur, lui, sa fonction principale, c'est de rendre liquide, c'est-à-dire de payer à l'avance. De payer à l'avance l'adhérent, quitte à se retourner après contre le débiteur cédé pour récupérer. Vous voyez, c'est un peu complexe. Oui, c'est un peu complexe et justement pour décomplexer cette notion, on va y aller de façon caricaturale parce que lorsqu'on y va, généralement les notions économiques, les concepts économiques, lorsqu'on y va de façon caricaturale, on a plus de facilité à comprendre de quoi il est question. Alors si vous pouvez nous expliquer ça de façon caricaturale, qu'est-ce que vous donnez un exemple? Je donne un exemple simple. Je prends une entreprise qui vend des carreaux, par exemple. Qui vend des carreaux. D'accord. Une entreprise qui vend des carreaux. Qui en a vendu à ses clients, à lui, à crédit, pour, disons, 100 millions. L'entreprise sent le besoin de s'approvisionner, donc de payer, elle, ses fournisseurs. Elle se trouve alors confrontée à une tension de trésorerie. Elle n'a pas encore forcément tous les retours. Voilà, le recouvrement n'ayant pas encore été fait. Cette entreprise s'adresse maintenant à une autre entreprise, à une société financière que nous appelons la factureur, pour négocier. Question de rendre liquide ces factures, question d'avoir en même temps de l'argent. Vous êtes d'accord que si c'est 100 millions que l'entreprise attend, en ce moment-là, l'autre va pas lui payer 100 millions. Que l'autre aussi aura ses commissions. C'est ça. Est-ce que vous voyez? 100 millions, elle peut se retrouver avec, disons, 95 millions. Mais ça permet immédiatement à cette entreprise de continuer à exister et à fonctionner. Donc nous disons que la facturage est un mode de financement des petites et moyennes entreprises que nous essayons aujourd'hui de sécuriser. Donc là, nous sommes en train de sécuriser le poste client au niveau de ces entreprises. C'est important parce que la plupart des entreprises sont confrontées à ce genre de difficultés. Vous voyez? Donc, nous apportons une solution aux entreprises afin qu'elles puissent facilement résoudre leurs tensions récurrentes de trésorerie. Voilà de quoi il est question. C'est très important pour nous. Vous allez me demander si ça existait au Bénin. Ça existe au Bénin, la facturage, mais pas dans le même format que nous sommes en train de le proposer actuellement. De par le passé, c'était seulement les établissements de crédit que nous appelons les banques qui étaient agréés pour être factureurs. Mais aujourd'hui, les SFD, que nous appelons structures de microfinance également, si elles ne le savent pas, qu'elles le sachent dès maintenant, sont désormais agréés également à être factureurs. Et c'est important. Ceci toujours pour donner de bouffées d'oxygène à nos petites et puis moyennes entreprises. D'accord. L'autre sujet qui nous intéresse ce matin sur ce plateau, c'est la loi sur la réglementation bancaire qui a connu forcément des innovations. Oui, je pense que ça, c'est un grand bonheur pour nous tous, parce que le monde a évolué. Vous voyez? Pour nous tous ou pour les banques? Pour nous tous, y compris pour les banques. De par le passé, le terrorisme n'était pas autant développé. Nous sommes d'accord. Or, qui dit terrorisme dit forcément financement.
sans le financement, il n'y a pas de terrorisme. On est d'accord. Or, sans les banques, c'est qu'il n'y a pas de financement. On est d'accord. Maintenant, l'autre chose, le blanchiment des capitaux n'a jamais été autant développé qu'aujourd'hui. Et il y a ce que j'appelle la prolifération des armes de destruction massive qui alimentent aussi les réseaux du terrorisme. Il est question aujourd'hui de renforcer la solidité, la résilience, les systèmes de contrôle des banques pour faire face à ces menaces. Ça, c'est important. Au-delà de ça, nous avons les mutations connues par le monde des affaires aujourd'hui. De par le passé, la monnaie électronique n'était pas autant développée. Si nous appelons les entreprises de techniques financières, les fintech n'existaient pas. Aujourd'hui, l'environnement a connu beaucoup de changements et la nouvelle loi vient donc prendre en compte ces évolutions et les défis majeurs parlant du terrorisme et autres auxquels nous sommes confrontés. Quand nous prenons la loi qui est actuellement en vigueur, la loi ne reconnaît pratiquement qu'une seule catégorie d'acteurs dans le secteur bancaire, c'est-à-dire ceux-là que nous appelons les établissements de crédit. Parlant de ceux-là, il y a seulement les banques et certaines entreprises qui font également des opérations bancaires. Mais aujourd'hui, nous sommes allés d'une catégorie jusqu'à 5 catégories d'acteurs dans le secteur bancaire avec la nouvelle loi. Vous avez mis les systèmes financiers décentralisés dedans? Les systèmes financiers décentralisés sont également des établissements de crédit. Parce que, à part quelques prérogatives qui n'ont pas, et ils fonctionnent comme les banques. Vous voyez, il y a les holdings, ainsi de suite, qui ont intégré maintenant ces sphères. Ceci est très important. Vous avez évoqué en abordant ce sujet le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme. Est-ce que cette nouvelle loi sur la réglementation bancaire vise à bloquer le chemin à tout ça? Je pense que c'est justement l'un des mobiles pour lesquels ces tests sont revus. Nous voulons aujourd'hui assainir les flux financiers dans nos différents États de l'Union monétaire ouest-africaine. C'est très important. Assainir, ça veut dire? Assainir, ça veut dire surtout mettre fin au blanchiment des capitaux, par exemple. Est-ce que c'est possible? Ça, c'est très important. Comment c'est possible de façon concrète? Mais si c'est justement pour que ça soit possible que les lois sont votées, que nous sommes là aujourd'hui ce matin pour en parler. Je pense que un contrôle beaucoup plus rapproché, un contrôle beaucoup plus strict, avec beaucoup plus avec un système d'alerte beaucoup plus avancé, nous permettrait d'y arriver. Je prends un simple exemple. Du moment où vous êtes élu député au Bénin, rapidement, toutes les banques au sein desquelles vous avez des comptes s'intéressent à vous. Pas pour vous faire de crédit, non, mais parce que vous êtes qualifié de personne politiquement exposée. C'est-à-dire que vos comptes sont mis systématiquement sous surveillance. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, lorsque vous allez faire certains dépôts sur vos comptes, en même temps, vous serez interpellé quant à l'origine des fonds. Pour justifier. Et nous avons dans tout le pays de l'UMOA aujourd'hui une structure que nous appelons la CENTIF qui fait ce travail de contrôle au quotidien pour que ce qui est inhabituel, parlant des flux financiers, puisse intéresser, puisse quand même être clarifié. C'est très important.
Voilà. Très bien. On a donc compris, on a même mieux cerné. Ce sera un travail pédagogique assez, on va dire, mastodontesque pour essayer de faire comprendre toutes ces notions économiques à tous les concitoyens. Je pense que beaucoup plus ceux qui sont dans le secteur, ce sont beaucoup plus ceux qui sont dans le secteur qui pourront davantage comprendre les innovations que vous avez apportées à la législation qui est en cours, qui est en place actuellement, afin de la rendre beaucoup plus intéressante et beaucoup plus profitable aux consommateurs. Mais alors, outre évidemment ces trois lois que vous avez votées, on ne peut pas vous laisser partir sans prendre votre avis sur quelques sujets d'actualité pour vous qui êtes de la commission des finances, notamment la crise qui secoue aujourd'hui le Niger et le Bénin. Est-ce que vous avez pu déjà évaluer les impacts économiques de cette crise-là? Merci, monsieur le journaliste. Je m'avais d'abord dit toute mon amertume concernant bien sûr ce qui se passe aujourd'hui entre nos deux pays. Et je vais d'abord saluer le chef de l'État et tout le gouvernement de notre pays, le Bénin. Vous savez, du moment où il y a coup d'État, c'est qu'il y a problème. Et la CEDEAO ne peut pas faire aujourd'hui l'apologie des coups d'État, encore moins nous autres. Le gouvernement du Bénin ne pouvait pas applaudir les mutés qui ont pris le pouvoir au Niger. C'est pas possible. Donc, se ralliant à la décision prise par la CEDEAO, bien aux décisions prises par la CEDEAO, je pense que notre gouvernement n'a rien fait de mauvais. Ce n'est que de la discipline du groupe. Et c'est tout à fait normal, vu que nous appartenons à la CEDEAO. Le Bénin n'a pas encore quitté la CEDEAO, nous sommes d'accord. La dernière décision prise par notre gouvernement concernant le passage du pétrole, qui a commencé à empêcher le passage du pétrole, moi je trouve cette décision vraiment responsable. C'est une décision, quoi qu'on dise, assez courageuse. C'est une décision qui vient montrer encore une fois que nous avons vraiment un chef de l'État au Bénin et que le Bénin est vraiment un pays souverain. Pourquoi je le dis? Je vous rappelle que les sanctions contre le Niger ont été levées par la CEDEAO. Et le gouvernement du Bénin, particulièrement son chef, a joué un grand rôle. Les preuves existent. C'est notre chef de l'État qui a été le pionnier. Pas des plaidoyers, des démarches, jusqu'à ce que ces sanctions ne soient levées. D'une part. Mais le gouvernement nigérien, en même temps, ouvre ses frontières avec le Nigeria, mais maintient fermé ses frontières avec le Bénin, sous prétexte que notre pays abriterait une base militaire étrangère. Moi, je pense que quand nous parlons de base militaire, c'est tout un ensemble de choses. C'est hélicoptères, c'est avions de guerre, c'est chars, c'est porte-chars, c'est beaucoup de choses. Comment est-ce que les Français ont pu installer ça à Kandi ou à Malanville et aucun Béninois n'a su? Alors qu'aujourd'hui, au Bénin, vous connaissez très bien la vitalité de nos amis d'en face, les démocrates. Moi, je pense que si ça existait réellement, les démocrates seraient les premières personnes à crier comme ils en ont l'habitude. Puisqu'ils passent tout le temps à se promener sur le territoire. Ils ne sont pas sur ce plateau. Non, c'est une parenthèse. Tout c'est pour dire quoi? C'est pour dire ceci. Les apostrophes. C'est pour dire que est-ce que les terroristes ont l'habitude d'utiliser les frontières régulières ou les frontières conventionnelles pour frapper? Non. Non, regardez un peu ce qui se passe. Les terroristes ont l'habitude de se frayer eux-mêmes leur chemin. Pour vous, et nous avons avec le Niger près de 300 km de frontières. Vous voyez, ce n'est pas forcément par là que les terroristes font passer. Donc c'est une fausse histoire. Et je pense que la décision du chef de l'État n'est que la réponse appropriée et adéquate au refus d'ouverture des frontières que nous ont opposé les autorités du Niger. Vous savez, j'irai plus loin. Beaucoup ne connaissent pas quelles ont été les facilités que notre gouvernement a données au gouvernement
aux pays frères du Niger dans le cadre de la signature de différents accords liés à l'exploitation et à l'exportation de leur pétrole. Le Premier ministre du Niger, lors d'une de ses dernières sorties, a lu un accord où le Bénin a été carrément très laxiste. Oui, très laxiste. Ça fait preuve de grande fraternité que nous avons exprimée à l'égard du peuple du Niger. Ça n'a pas changé. Donc, en principe, au regard de ça, la décision du Niger ne devait pas être celle qui a été prise. À partir de septembre, depuis septembre 2023, notre gouvernement, à travers le ministre des Affaires étrangères, le gouvernement a initié de façon unilatérale de son propre chef des démarches à l'égard du gouvernement nigérien. Les preuves existent. Bien sûr. C'est pour ça que je dis de date. Connaissons bien le contexte, monsieur. Bon, donc aujourd'hui, voilà la situation. Qu'est-ce qui nous permet d'aller loin, de bouger? Moi, je pense que nous ne pouvons que rechercher la paix. Aucun d'entre nous ici n'a intérêt à faire la promotion de la guerre ou de la non-paix. Et le gouvernement du Bénin a laissé beaucoup d'ouverture au gouvernement frère du Niger. Moi, je voudrais les appeler à l'humilité. On peut être militaire et avoir le sang-froid. Notre pays ne va pas se rabaisser au point de devenir une ordure pour les autres. Nous devons faire attention nous-mêmes. En principe, en circonstances pareilles, à mon avis, et opposants et mouvanciers devraient parler à l'unisson. Parce que là, il s'agit de la défense de notre honneur national. Et je le dis. Une question de fierté, de souveraineté. Le Niger, ayant refusé d'ouvrir ses frontières avec nous, a donc interdit la circulation des biens et des personnes. Donc le Niger a ainsi refusé de commercer avec le Bénin. Comment se fait-il alors qu'il veuille faire passer alors son pétrole par notre territoire si tant qu'il ne veut pas commercer avec nous? Mais le Niger a dit non, ne venez pas chez moi. Ne passez pas les biens, ne faites pas passer vos biens par ma frontière. En principe, il devrait s'appliquer à lui-même immédiatement. Vous avez déjà commencé par la réciproque. Par donner des solutions de paix. On ne peut pas interdire les échanges soi-même et se permettre maintenant de faire passer ces produits sur notre territoire comme si nous n'étions pas un État souverain. Mais alors aujourd'hui, la question, c'est comment est-ce qu'on sort de l'impasse, comment est-ce qu'on met fin à cette escalade qui fait tant souffrir les populations de part et d'autre de la frontière. Autant le Niger en souffre, autant le Bénin en souffre. Oui, je reviens à votre première question. C'est vrai que sur le plan économique, ce qui est sur les deux parties, est-ce que la commission des finances a essayé de faire un travail là-dessus? Est-ce que vous avez checké un travail est en cours. Le travail est en cours, mais ce qui est sur les deux pays. Est-ce que l'économie du Bénin agonise vraiment, comme le disent certaines personnes, certains de vos collègues de l'Assemblée nationale, de l'autre camp, justement, qui avancent le fait que l'économie du Bénin agoniserait? Non, pas du tout. Pas du tout. Notre économie ne peut pas agoniser à cause de cette situation. Moi, je dis non et de nos faits, puisque les chiffres existent, les chiffres sont là. Pas plus tard qu'hier, j'ai fait une exposé sur un dernier rapport de la Banque mondiale qui a montré le recul de la pauvreté dans notre pays. Pas du tout. Je parle chiffres à l'appui. Pas du tout. Mais c'est dans l'intérêt de nous tous. Ce qui est sûr, notre gouvernement, je ne suis pas de l'exécutif, mais j'ai participé à plusieurs réunions. Notre gouvernement est prêt à reprendre langue, à reprendre vie commune, à reprendre des transactions avec notre pays frère du Niger. Mais il faut que ça aille dans les deux sens. Très bien.
Voilà ce que je peux dire. Nous n'allons pas demander au chef de l'État de s'affaiblir ou de carrément s'humilier sur la scène internationale. Nous n'irons pas là. Nous n'irons pas là. Je pense que jusqu'à l'heure où nous parlons, le président Talon, nous ne pouvons rien lui reprocher dans cette crise jusqu'à l'heure où nous parlons. D'accord. Très bien. Il sait là où il va. Sa décision n'est que la résultante ou la conséquence de la décision prise par les Nigériens. Et je finis en disant ceci par rapport à ce point. Lorsque le Niger refuse unilatéralement d'ouvrir ses frontières, donc de commercer avec le Bénin, il ne peut pas s'octroyer à lui seul le droit de faire passer ses produits pétroliers par notre territoire. Très bien. Là, nous ne sommes pas d'accord, nous qui sommes de la mouvance. Très bien. Et votre posture, elle est assez claire, assez lisible oui. sur la question. On va espérer, bien sûr, que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, pourquoi pas dans les prochains jours, on puisse trouver une issue à cette crise pour que les populations béninoises et nigériennes puissent évidemment retrouver la fluidité de leurs relations. Avant de vous laisser partir, honorable Koumaoui Affilié, en 1 minute, on va vous permettre d'évoquer la question de la cherté de la vie, notamment la hausse de coût de certains des céréales, notamment le maïs, qui est très prisé au Bénin. Merci, messieurs les journalistes. Si aujourd'hui, le prix du maïs a considérablement augmenté, c'est dû à quoi? C'est dû au fait que la quantité disponible ou la quantité mise en vente a baissé. C'est dû au fait qu'il y a un petit volume disponible de maïs, alors que ceux qui en veulent sont nombreux. Nous disons que la demande est plus forte que l'offre. Ça paraît tout de même paradoxal. Parce que pendant la campagne 2023-2024, le Bénin a produit exactement 2,50 millions de tonnes de maïs. Nous avons produit 2,50 millions de tonnes de maïs. Les besoins pour la consommation intérieure se chiffrent à 1 million de tonnes. Comment nous pouvons produire plus de 2 millions, avoir besoin de 1 million, mais contre toute attente, avoir moins d'1 million de tonnes sur le marché, alors même que cette production est subventionnée? Je pense qu'il y a un acteur personnel Tabadou qui disait il faut changer la tête de la tête. Est-ce que vous voyez ce qu'il dit? Aujourd'hui, le stock de maïs que nous ne retrouvons pas n'est pas dans la maison du président Talon. Contrairement à ce qui se dit. Tant que nous n'allons pas arrêter les exportations irrégulières de nos productions céréalières, il y aura tout problème dans ce pays. C'est là même le hic. L'État subventionne la production du maïs et des autres céréales. Personne aujourd'hui, aucun agriculteur ne peut dire le contraire. Donc l'État a le droit de contrôler également, quoi qu'on dise, les exportations de ces produits. Lorsqu'on a essayé de mettre des tranchées ou bien des pierres, il y a eu tellement de tollés dans ce pays. Nous voilà aujourd'hui où le gouvernement a fait tous les efforts nécessaires pour qu'on aille à plus de 2 millions de tonnes, ce qui est un score historique. Pourtant, nous n'arrivons pas à mettre la main sur une quantité inférieure à 1 million de tonnes. Donc, ce sont les Béninois même. Ceux-là qui sont les commerçants véreux, qui non seulement détournent les engrais, les vendent dans les pays voisins, et comme si cela ne suffisait pas, la production de maïs qui est une production subventionnée, ils trouvent toujours les moyens pour les sortir du territoire, question de se faire de la fortune. Vous savez, la question ne pourrait peut-être pas se poser si l'État ne subventionnait pas.
Mais l'État subventionne. Donc l'État a le droit de mettre de la rigueur dans le secteur. Donc aujourd'hui, si le prix du maïs est en hausse, il faut que tout le peuple béninois le sache. C'est du fait de ceux-là, ou producteurs ou intermédiaires, qui confisquent les stocks de maïs et qui les vendent en dehors du territoire et non du fait des pouvoirs publics ou du président Talon, comme les gens aiment bien le dire. Merci, messieurs les journalistes. Merci beaucoup à vous, Réginald Koumabi-Affilié. Vous êtes le rapporteur de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, député du groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin. Nous expliquer donc un certain nombre de lois qui ont été votées récemment. Et bien évidemment, vous avez profité pour réagir sur quelques questions d'actualité, notamment la cherté du maïs et par la suite la question du Niger, des tensions entre le Niger et le Bénin. Merci beaucoup, passez une excellente journée du mercredi et à très bientôt. Merci. Juste après vous, on s'écarte de tout ce qui est, on va dire, économie, tout ce qui est affacturage, tout ce qui est usure. On s'intéresse à l'intelligence artificielle.